Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour vous remercier pour votre invitation et l'opportunité qui m'est donnée de fournir quelques éléments d'information et de réflexion sur le Nutri-Score, ce petit logo nutritionnel que j'imagine vous connaissez, que vous rencontrez lorsque vous faites vos courses, affiché sur la face avant des emballages des aliments, et qui a été mis en place officiellement en France en octobre 2017 avec un arrêté interministériel après 4 années de bataille intensive où les lobbies agroalimentaires ont à peu près fait tout ce qui était possible pour empêcher son déploiement. Alors le Nutri-Score a 2 objectifs. D'une part, d'aider les consommateurs au moment de leur acte d'achat à reconnaître la qualité nutritionnelle globale des aliments pour leur permettre de comparer les aliments entre eux et d'orienter, s'ils le souhaitent, ça n'est pas ni une norme ni une obligation, c'est une information qui peut les aider, donc s'ils le désirent, choisir des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Et puis il y a un deuxième objectif qui, cette fois, vise le secteur agroalimentaire de la production, inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments qu'ils mettent à notre disposition, en leur offrant aussi l'opportunité, s'ils font des efforts, s'ils diminuent un peu le gras, le sucre, le sel, s'ils augmentent un peu les fibres à l'intérieur des aliments, de valoriser leur effort en termes d'amélioration du Nutri-Score grâce à ces reformulations ou à ces innovations. Donc Nutri-Score, c'est vraiment un système d'aide dans un contexte où il existe une grande cacophonie nutritionnelle, où le consommateur est relativement peu souverain, il fait l'objet de pressions extrêmement fortes, de la publicité, d'allégations, de dispositions à l'intérieur des supermarchés des aliments qui, évidemment, poussent à consommer certains aliments plus que d'autres. Eh bien, Nutri-Score va offrir l'opportunité d'avoir accès à une information simple, intuitive et compréhensible, permettant de comparer des aliments de différentes catégories, mais qui sont utilisés avec le même usage. Par exemple, au petit déjeuner, le pain complet, pain raffiné par rapport aux biscottes, aux céréales, aux biscuits, aux viennoiseries ou autres pâtisseries. Et vous voyez que ça peut varier évidemment fortement de A à E. Ça permet également de comparer à l'intérieur d'une famille d'aliments les aliments entre eux, à l'intérieur de la catégorie des céréales petit déjeuner. On peut juger assez facilement que certains sont plus proches de confiserie et que d'autres, même si elles allèguent qu'elles sont fitness, bonnes pour la santé ou autres, ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus favorables sur le plan nutritionnel. Enfin, Nutri-Score permet également de comparer des aliments qui ont la même dénomination, le même nom. Ici, vous avez l'exemple de muesli croustillant aux pépites de chocolat. Il y a 35 marques en France, 35 marques que nous avons pu nous identifier. Et malgré le fait qu'il y ait le même nom, il peut y avoir une variation extrêmement importante dans la composition de ces produits qui n'est pas très visible a priori pour le consommateur. Et donc Nutri-Score permet de repérer dans ceux qui sont proposés avec le même nom les produits qui ont la meilleure qualité nutritionnelle. Maintenant, le fait d'être classé DEE, et c'est la communication de Nutri-Score, n'empêche pas de les consommer. Je rassure notre philosophe, le fait d'avoir cette classification défavorable ne fait que rappeler au consommateur que soit il peut choisir une alternative si elle existe, et puis si elle n'existe pas, ou s'il est attaché à la marque, au plaisir, à tout ce que l'on veut, eh bien il a simplement une alerte qui lui rappelle que ce produit ne doit pas être consommé en très grande quantité, trop fréquemment. C'est-à-dire on peut manger certes 3 religieuses au chocolat si ça fait plaisir, mais peut-être pas à chaque repas et tous les jours. Alors Nutri-Score, c'est beaucoup de bon sens dans sa finalité, mais ça repose sur la science, et tant dans sa construction que dans la validation, à la fois de son algorithme de calcul et de son format graphique. Et il existe à ce jour plus de 140 publications scientifiques dans plus d'une vingtaine de pays qui, en effet, démontrent son intérêt et l'efficacité à la fois donc de son mode de calcul et de le format graphique qui est une aide précieuse pour le consommateur qui souhaite s'informer, avoir une information qui soit à la fois basée sur des faits scientifiques avérés, mais qui soit extrêmement simple et compréhensible par tous. Alors je vais
juste vous montrer 3 exemples des études dont on dispose qui justifient de l'intérêt du Nutri-Score. D'abord, des études prospectives de cohortes portant sur des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de sujets dans différents pays, en France, en Espagne ou en Europe, avec un suivi important, 5, 10 ou 15 ans, avec, vous voyez, pour la cohorte européenne EPIC, plus de 500 000 personnes suivies pendant plus de 15 ans. Et toutes ces études sont convergentes pour démontrer que le fait de consommer des aliments qui sont moins bien classés sur l'échelle du Nutri-Score est associé à un risque plus élevé des différentes maladies chroniques qui constituent les grands problèmes de santé publique auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en France comme en Europe et dans l'ensemble du monde, avec également une augmentation de la mortalité. Donc, effet observé sur les cancers, tous sites confondus et certaines localisations, dont les cancers digestifs, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, la prise de poids, le syndrome métabolique, mais également d'autres types de pathologies chroniques comme l'asthme ou la maladie de Crohn. Un deuxième type d'exemple, c'est cette fois non pas la validation, comme je viens de vous le montrer, de l'algorithme de calcul qui démontre l'intérêt du choix des éléments pris dans le calcul du Nutri-Score et de son mode de calcul, mais qui porte cette fois sur le format graphique. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites soit en supermarché virtuel, soit en magasin expérimental, soit grandeur nature, notamment dans 60 supermarchés en France, permettant d'analyser plus d'1 700 000 tickets d'achat, ou des études plus contrôlées en magasin expérimental, où ont été testés différents logos appliqués sur les aliments en conditions réelles. Et ces études sont toutes également très cohérentes et convergentes, montrant à la fois l'amélioration de la qualité nutritionnelle du panier d'achat lorsque le consommateur a accès au Nutri-Score, donc une amélioration avec une réduction donc du gras, du sucre et du sel contenus dans le panier d'achat globalement. Et surtout, et ce qui est un élément important, c'est que Nutri-Score est, parmi les logos, celui qui a la plus grande efficacité dans l'ensemble de la population, et particulièrement chez les consommateurs les plus défavorisés, les moins aisés, ceux qui sont à plus haut risque de problématiques nutritionnelles. Enfin, juste pour conclure sur cet aspect scientifique, ce rappel scientifique, récemment, une étude de l'OCDE utilisant des modèles robustes et largement validés ont testé l'efficacité de l'impact de l'adoption de différents logos nutritionnels dans les 27 pays de l'Union européenne, dont le Nutri-Score. Et les conclusions de ce rapport de l'OCDE, qui a fait l'objet d'une publication scientifique, est que l'adoption volontaire du Nutri-Score au niveau de l'Europe, dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, permettrait d'éviter près de 2 millions de cas de maladies non transmissibles entre 2023 et 2050, de réduire de façon significative les dépenses annuelles de santé, particulièrement pour Nutri-Score, qui a une efficacité plus grande par rapport aux autres logos, et également un impact plus type socio-économique, puisque en réduisant les risques des maladies chroniques, on aurait un gain en termes de productivité, de force de travail, avec là encore un effet supérieur du Nutri-Score par rapport aux autres lots. Alors, s'il y a beaucoup de nouveautés sur Nutri-Score, vous l'avez rappelé, il y a eu une mise à jour récente du Nutri-Score, puisque comme tout outil de santé publique, il n'est pas gravé dans le marbre. Il doit évoluer à la fois en fonction du progrès des connaissances scientifiques, de l'expérience également acquise depuis sa mise en place, qui a permis également de pouvoir noter certaines imperfections, certains problèmes de risque de confusion. Et puis il y a également le marché alimentaire qui évolue, puisque l'offre alimentaire évolue, il y a de nouveaux produits qui apparaissent, il y a des reformulations qui sont faites, ce qui nécessite donc une mise à jour régulière. C'était prévu dès la proposition du Nutri-Score en 2014 par les scientifiques, et ça a été validé lors de son adoption en 2017. Et le comité de pilotage européen du Nutri-Score, qui aujourd'hui regroupe les 7 pays qui ont adopté le Nutri-Score, tous sur une base volontaire à cause de la réglementation européenne, mais ça représente tout de même
un nombre important donc, de consommateurs européens qui sont aujourd'hui exposés au Nutri-Score, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Hollande et en Suisse. Eh bien, ce comité, cette gouvernance transnationale, a mandaté un comité scientifique, alors composé d'experts indépendants sans lien d'intérêt, à réfléchir donc à la mise à jour du Nutri-Score. C'est ce qu'a fait donc ce comité pendant plus de 18 mois et 2 volumineux rapports ont été publiés en juillet 2022 et en mars 2023. Alors, quelles sont les grandes modifications que connaît le Nutri-Score et qui doivent rentrer en vigueur en 2024? C'est le cas dans certains pays, ce n'est pas encore le cas pour la France. Le contexte politique entre les élections européennes, la dissolution, le nouveau gouvernement, puis à nouveau maintenant un nouveau gouvernement a entraîné un retard considérable en France, mais on espère que dans les semaines à venir, le décret d'application permettant, enfin l'arrêté permettant le déploiement du nouveau Nutri-Score sera mis à jour. Mais voilà ce qui attend les consommateurs, nous tous, donc lorsque cet arrêté sera publié. Alors, le comité scientifique a proposé de pénaliser un peu plus les produits sucrés et les produits salés en attribuant plus de points négatifs. Donc, c'est un élément qui tient compte aussi du progrès d'un certain nombre de données scientifiques réelles, et également de modifier un certain nombre d'éléments en ce qui concerne les points positifs qui sont pris en compte dans le calcul du Nutri-Score, puisque je rappelle, Nutri-Score, ça n'est pas uniquement pointer du doigt les éléments négatifs qu'il y a à l'intérieur des aliments, mais c'est calculer ou de prendre en considération la balance entre ces éléments négatifs, les calories, le gras, le sucre, le sel, et les éléments positifs. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes, des légumineuses, des protéines, des fibres? Et ce qui est intéressant, c'est que dans les points positifs a été réévalué le rôle des fibres, avec une prise en considération significative, et également une réadaptation sur les protéines qui ne sont plus prises en considération de la même façon selon leur origine, puisque certes, il y a un bénéfice attribué à la présence de protéines à l'intérieur de l'aliment, mais pour les protéines de viande rouge, ce bénéfice étant moins étayé sur un plan scientifique avec des effets délétères possibles de la consommation de viande en termes de cancer colorectal. Donc le nouveau calcul minimise les points positifs apportés par les protéines de la viande. Il y a eu quelques petites modifications sur les définitions des seuils, c'est assez marginal, mais techniquement, ça a des conséquences importantes. Et puis, ce qui a été introduit dans le nouveau Nutri-Score, c'est la prise en considération pour les boissons de la présence d'édulcorants, là encore, en rapport avec les travaux récents démontrant des effets délétères possibles, donc des boissons édulcorées sur un certain nombre donc, de critères de jugement. Alors ça se traduit comment? Eh bien, les produits très sucrés ou trop salés sont classés moins favorablement. Par exemple, si on prend les céréales du petit déjeuner, à teneur relativement élevée en sucre, certaines arrivaient à se retrouver classées A parce qu'elles avaient diminué le taux de sucre pour arriver juste en dessous du seuil définissant la catégorie A. Alors c'est louable de la part de l'industriel, mais ça finissait par être confusant pour le consommateur, puisque des céréales Choc-à-Pic ou Nesquik, qui contiennent tout de même 20 à 22 grammes de sucre pour 100 grammes de céréales, se retrouvaient au même niveau que des muesli, des granolas qui contiennent pas de sucre ou très peu de sucre. Donc, en étant pénalisées, elles repassent de A à C. Alors, ça pénalise bien sûr le produit, mais d'un autre côté, ça reconnaît l'effort fait par l'industriel qui a réduit le taux de sucre, puisque même si elles sont classées C, elles restent mieux classées que d'autres céréales qui sont, elles, beaucoup plus riches en sucre et qui vont se retrouver classées en D ou en E. Pour les huiles et matières grasses qui ont de faibles teneurs en acides gras saturés, comme l'huile d'olive, le colza, la noix ou l'huile de tournesol oléique, là, il y a une amélioration qui a été proposée. Elles étaient classées en C, ce qui était déjà la meilleure classification pour une matière grasse animale ou végétale ajoutée, mais là, elles seront désormais classées en B, tandis que les autres huiles seront classées en C ou en D, ce qui
est en cohérence avec la recommandation nutritionnelle qui propose de privilégier plutôt ces huiles que des huiles qui sont plus riches en acides gras saturés. Alors, les plats composés d'une façon générale, plats prêts à manger, pizza, etc., sont moins bien classés par le nouveau Nutri-Score. Ils passent pour certains qui étaient classés en A ou B, aux classes B, C ou même D, pour certaines catégories, notamment les pizzas, qui arrivaient à se retrouver assez bien classées avec l'ancien Nutri-Score. Il y a également une amélioration de la différenciation entre les aliments qui sont complets, riches en fibres, et les produits raffinés, ce que ne faisait pas le précédent Nutri-Score, notamment pour les pains, pâtes et le riz. C'est très important, notamment pour le pain, où il n'y avait pas de discrimination possible entre les pains raffinés et les pains complets ou semi-complets ou céréales qui contiennent plus de fibres. C'est maintenant chose faite en termes donc de différence de Nutri-Score. Les pains raffinés se classant plutôt B et C en fonction de leur teneur en sel, et le pain complet plutôt en A. Alors la viande rouge sera moins bien classée et se retrouvera donc globalement dans des classes de notes inférieures à celles de la volaille et du poisson. Donc là encore, je rassure, ça n'est pas pour pousser les consommateurs et les plus jeunes à devenir véganes, mais de différencier à l'intérieur des produits animaux ceux qui sont connus comme pouvant avoir en consommation importante des effets délétères sur la santé. Enfin, pour ce qui est des fromages, une petite amélioration pour un certain nombre de fromages, notamment les fromages à pâte dure à faible teneur en sel, comme l'emmental, qui voit passer sa note de D à C. Les autres fromages, comme les charcuteries, compte tenu de leur teneur en graisse saturée en sel, restent classés D en E, ce qui ne veut pas dire, j'insiste bien, que ceux-ci ne doivent pas être consommés, mais simplement qu'il faut se rappeler qu'ils ne peuvent pas être consommés en grande quantité. Alors, en ce qui concerne les boissons, là aussi, il y a beaucoup de modifications. Alors, l'eau reste la seule boisson classée dans la catégorie A, et les jus de fruits sont maintenus dans leur classement. Ils sont généralement C ou B pour ceux qui ont le moins de sucre. Certaines boissons à faible teneur en sucre sont plutôt bien classées. Elles sont classées en D, alors celles qui sont très sucrées, classées en D et en E. Mais vous voyez, les boissons qui contiennent des édulcorants, comme je vous l'ai dit, ne se retrouveront plus classées en B, mais passeront au moins dans la classe C, voire D ou en E, si elles associent édulcorants et sucre. Donc là, ça permet de rétablir un certain nombre, une hiérarchie plus légitime que celle que l'on avait jusqu'à présent dans les boissons. Et puis, dernière modification sur laquelle je voudrais insister, c'est les boissons lactées sucrées ou les boissons fermentées à base de lait sucré qui voient leur score dégradé tout simplement parce que les yaourts à boire se sont largement développés, Actimel, Activia et autres marques, que beaucoup de ces produits qui sont apparus depuis le Nutri-Score a été lancé sont des produits très sucrés et bénéficiaient jusqu'à présent d'être considérés comme du lait et donc d'être classés par un mode de calcul qui concernait les aliments généraux. Or, des yaourts à boire, par définition, ce sont des boissons, et en passant dans le mode de calcul des boissons, sont plus pénalisés, ce qui est légitime, puisqu'on ne retrouvera plus donc de boissons lactées sucrées ou de yaourts à boire qui peuvent contenir 10 à 13 grammes de sucre pour 100 ml, c'est plus qu'un soda, bien classé, mais elles vont se retrouver, ces boissons sucrées, à des niveaux de C, D ou E, à partir du moment que leur teneur en sucre est élevée. Bien sûr, les yaourts à boire qui ne contiennent pas de sucre, et notamment pas de sucre ajouté, elles restent bien classées. Donc au total, vous voyez que le nouveau Nutri-Score, qui aurait dû rentrer en vigueur au 1er janvier 2024, ce qui est le cas dans un certain nombre de pays, et qui attend encore cet arrêté interministériel qui devrait officialiser ce nouveau mode de calcul, permettent simplement d'avoir un meilleur alignement entre les recommandations nutritionnelles de santé publique et donc le Nutri-Score, cet affichage sur la qualité nutritionnelle des aliments. Et ce nouveau Nutri-Score a fait l'objet de nombreux travaux pour valider son intérêt. Tout récemment, dans le cadre de la cohorte EPIC, le nouveau Nutri-Score a été testé dans son mode de calcul
sur une cohorte importante, 340 000 personnes, 7 pays européens, suivis de 12 ans. On n'avait pas le Nutri-Score à l'époque, mais on avait la consommation alimentaire qui permet d'attribuer les Nutri-Scores des différents aliments consommés. 16 000 participants ont développé une maladie cardiovasculaire. Et là encore, on retrouve, alors comme l'ancien Nutri-Score, que le fait de manger des aliments classés mal par l'échelle du Nutri-Score, avec le nouveau mode de calcul, est associé encore plus fortement à un risque accru de maladies cardiovasculaires, en particulier d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Alors, il reste encore, bien sûr, des marges d'avancement pour la suite du Nutri-Score. On travaille beaucoup aujourd'hui pour essayer d'intégrer la dimension de l'ultra-transformation, vous savez, ces processus industriels multiples et cet ajout d'additifs qui est aujourd'hui démontré comme étant associé dans beaucoup de travaux à un risque, là encore, accru de maladies chroniques, avec des modes d'action différents de ceux de la composition nutritionnelle. Ce sont deux dimensions santé des aliments qui se chevauchent. 87% des aliments ultra-transformés ont un Nutri-Score C, D ou E, avec le nouveau Nutri-Score, mais il peut exister des divergences, tout simplement parce que certains produits ayant une bonne qualité nutritionnelle peuvent être des aliments ultra-transformés. C'est qu'à prendre des steaks végétaux, ils ont peu de gras, de sucre et de sel, mais ils ont par contre beaucoup d'additifs et ont beaucoup de processus industriels. Et à l'inverse, certains aliments non ultra-transformés, comme un pur jus de raisin, 100% pur jus, contient 160 grammes de sucre par litre, donc il n'est pas ultra-transformé, mais il est une véritable bombe à sucre. Il y a plus de sucre que dans un soda, même si ça apporte bien sûr d'autres choses. Et donc, il y a une divergence entre ces deux dimensions. On ne peut pas les agréger, donc, ces deux dimensions, dans un même mode de calcul. Si c'était possible, on l'aurait fait, l'OMS l'aurait fait, les comités d'experts dans le monde entier l'auraient fait. Par contre, on peut fournir l'information sous une forme graphique, alors en mettant, par exemple, autour du Nutri-Score, un liseré, une bordure, alors noir, si on veut être très provocant, on peut changer la couleur et la mettre violette, rose ou la couleur ce qu'on veut, marquant aliments ultra transformés et qui permettra aux consommateurs de prendre en considération ces deux dimensions complémentaires et qui impactent la santé des individus et de la population. Et d'ailleurs, ça a été testé puisque ce Nutri-Score augmenté de l'information sur l'ultra-transformation a fait l'objet d'une étude sur plus de 20 000 sujets dans le cadre de la cohorte Nutrinet Santé, et a montré que ce concept était à la fois bien compris et orientait les consommateurs, au moins dans leur déclaration d'achat, vers des aliments qui sont plus favorables à leur santé. Alors, le seul problème majeur qui reste aujourd'hui, c'est que le Nutri-Score n'est pas obligatoire parce qu'il y a une réglementation européenne qui date de 2011, qui a été beaucoup poussée par les lobbies, qui bride les États membres pour rendre obligatoire un système d'information nutritionnelle sur la face avant des emballages des aliments qui soit synthétique. Et cette impossibilité de rendre obligatoire fait qu'aujourd'hui, ce sont les industriels qui décident s'ils veulent adhérer au Nutri-Score. Alors, il n'y en avait aucun quand le Nutri-Score a été proposé. Il y en a eu 6, 10, 50, 100. Aujourd'hui, il y a 1400 marques qui ont adopté le Nutri-Score en France. C'est à peu près 62% du marché alimentaire, mais des grands groupes comme Kraft, Unilever, Mars, Mondelez, Ferrero, Lactalis ou Coca-Cola continuent à le refuser. Et donc, la seule façon de forcer la main à ces industriels de fournir cette information sur la transparence, qui est un droit des consommateurs et a priori un devoir des industriels, c'est de le rendre obligatoire au niveau européen. Et on a cru à un moment que ça allait être possible, puisque en mai 2020, la Commission européenne a publié sa stratégie Farm to Fork, dans laquelle elle s'est engagée à proposer un logo obligatoire pour l'ensemble des 27 pays. Le Nutri-Score était bien sûr le grand favori, mais la mobilisation des médias la mobilisation des lobbies, par contre, a empêché cette prise de décision. Et aujourd'hui, 3 ans après la date qui était fixée, ça n'est toujours pas le cas. C'est pour cela que la communauté scientifique et de santé publique se mobilise. Il y a eu récemment une tribune dans Le Monde pour appeler la France à le rendre obligatoire au niveau national. Un collectif s'est créé. Aujourd'hui, il y a plus de
1650 collègues professionnels de santé et 53 associations qui ont rejoint donc ce collectif, beaucoup de gastro-entérologues d'ailleurs, et je les remercie. Et donc si vous voulez à la fois plus d'informations sur Nutri-Score sur le site du ministère de la Santé, vous trouverez beaucoup de choses, sur le site de Santé publique France également, sur le blog universitaire Nutri-Score.blog, vous pourrez aussi trouver beaucoup d'informations. Et pour ceux qui souhaitent s'associer à l'initiative pour rendre le Nutri-Score obligatoire, soit vous pouvez nous adresser un mail à mon adresse, soit scanner directement ce code barre qui vous permet donc de soutenir l'action de santé publique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'imagine qu'effectivement, vous avez subi de lourdes pressions de l'industrie agroalimentaire dans certains cas. Alors oui, l'industrie agroalimentaire a un poids économique extrêmement important. Hein, en l'occurrence, évidemment, ils ne voient pas obligatoirement d'un bon œil. Pour ceux qui sont dégradés, déclassés, par exemple. Oui. Alors ceux qui sont dégradés, alors, on pourrait dire ceux qui bénéficient d'une amélioration pour être contents, mais en fait, globalement, on a quelques irréductibles encore extrêmement opposés au déploiement du Nutri-Score, ce qui est pourtant quand même un simple élément d'information dans un contexte qui peut vraiment aider le consommateur. Avant vos questions, j'ai une observation aux deux extrémités de cette échelle qu'est le Nutri-Score, concernant le A, le vert, le plus salutaire. Est-ce que ça ne pousse pas vers, on l'a abordé avec Yanis, l'orthorexie? Alors, c'est une question en effet pertinente, on se l'est posée. Aucune étude à ce jour n'a montré les moindres problématiques dans la compréhension. Au contraire, le Nutri-Score est plébiscité. Les études de Santé publique France montrent que 90% de la population demande que ce Nutri-Score devienne obligatoire. Et quand on regarde les comportements d'achat ou quand on voit les ventes en supermarché, on voit légèrement chuter les produits classés DE. C'est de l'ordre de 10% pour la catégorie. Ce AEB augmente 10%, mais les sujets continuent à consommer des produits DE et aucune étude n'a montré le sentiment pour les consommateurs d'être stigmatisés ou culpabilisés dans leur choix alimentaire par le Nutri-Score. Donc, pour l'instant, même si on surveille cela de près, évidemment, on entend toujours quelques observations cliniques, et sûrement elles peuvent exister, mais on ne retrouve pas dans les études d'anomalies dans les comportements, tant dans la perception, la compréhension et les comportements globaux. Et pour finir, à l'autre extrémité, j'ai cru voir une diapo, j'ai peut-être mal compris, où vous mettez que ce sont les catégories les plus défavorisées qui sont très influencées par le Nutri-Score. Or, ce sont ces catégories qui sont les plus en surpoids et obèses. Oui, tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs une des vocations du Nutri-Score, c'est d'essayer de contribuer à réduire ces inégalités sociales de santé dans le champ de la nutrition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est compris par toute la population, mais le bénéfice en termes d'impact sur les choix alimentaires est plus net dans les populations défavorisées. Donc on peut espérer, alors l'impact sur l'obésité, sur le surpoids et sur les maladies chroniques, on ne le verra qu'après un certain délai, il faut bien sûr encore du temps, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces études, faites aussi bien en France que dans d'autres pays européens, montrent que ça fonctionne parfaitement bien chez des populations qui n'ont pas obligatoirement ni le bagage socio-éducatif pour juger d'autres informations qui sont mises à leur disposition et qui ont les pouvoirs d'achat les plus faibles. Donc c'est une lueur d'espoir. Des questions, plein, j'espère. Le micro. Je voulais faire une remarque juste sur vos dernières diapositives parce que dans les maladies digestives, on a un vrai problème sur la nutrition et sur la qualité de la nutrition. Et nous, dans les MICI, dans les maladies de Crohn, notre vrai problème, c'est les produits ultra transformés. Et donc ce Nutri-Score est indispensable, mais il faut vraiment l'associer pour nous au Nova-Score que vous avez évoqué, qui montre la qualité des produits. Parce que l'industrie agroalimentaire est extrêmement perverse. Vous l'avez évoqué avec les steaks végétaux qui vont avoir des scores effectivement nutritionnels pas mauvais, mais dedans c'est gavé d'émulsifiants, d'additifs, et ça c'est un vrai souci pour nous. Et donc nous on essaie d'éduquer les patients aussi sur la qualité des produits et sur ce score Nova. Et voilà, bon, on leur propose des applications, il y en a de plus en plus. Maintenant, il y a Open Food Fact qui fait le Nutri-Score plus le score Nova, et je pense qu'on amène les patients de plus en plus à décrypter les étiquettes, à être aidés avec des applications sur les téléphones.
Oui, je voudrais profiter, vous avez tout à fait raison, c'est très important de fournir l'information sur l'ultra-transformation. Mais déjà, le fait de prendre en considération le Nutri-Score, en attendant qu'il y ait l'information complémentaire, d'une part, recouvre en grande partie déjà les aliments ultra-transformés, et puis notre collègue Antoine Meyer a montré que la simple prise en considération du Nutri-Score réduisait le risque de maladie de Crohn, indépendamment de l'ultra-transformation. Donc on aura un bénéfice encore plus grand si on a ces deux informations, mais en attendant, déjà proposer d'utiliser le Nutri-Score chez les patients ou chez les sujets à risque, notamment les apparentés des maladies de Crohn, semble un élément qui pourrait être déjà utile. Toujours dans un sujet qui nous intéresse beaucoup, effectivement, les ultra-transformés, nous, gastro-entérologues. Là, vous avez un Nutri-Score qui va de A à D, mais je vois que futur AE, pardon, votre marquage de l'ultra-transformé, ça sera oui ou non. Il y aura pas de gradation. Oui, c'est binaire. C'est-à-dire qu'il existe une classification, la classification NOVA pour les produits qui permettent de classer en brut jusqu'à ultra transformé. Il y a 4 catégories, mais la seule qui est associée avec des effets délétères sur la santé, c'est la catégorie 4. Donc, plutôt que de complexifier les choses en donnant 1, 2, 3 ou 4, de façon binaire, le simple fait de donner de l'information sur les aliments ultra transformés est l'information qui est réellement utile pour espérer avoir un impact sur la santé. Merci. Il faut que j'intervienne sur le Nutri-Score, je suis désolé. Vous avez bien montré, on était tout à fait d'accord sur le premier point, la lutte contre la malbouffe. Tout le monde est d'accord, je pense, pour s'opposer à ces aliments-là, ultra enrichis, etc. Simplement, alors je reprends un peu ce qu'a dit Bernard, parce que je trouve ça effectivement étonnant, ce que vous avez dit sur la population défavorisée. Bon, déjà, on voit un glissement dans ce que vous avez présenté entre, au début, c'est juste une indication pour le consommateur, et ensuite, on veut le rendre obligatoire. Je m'interroge sur cette obligation de faire figurer. Alors, c'est pour agir sur l'industrie agroalimentaire, bien sûr. Alors, je précise en passant qu'il y a aussi des lobbies américains qui soutiennent les mouvements L214, etc. C'est montré aussi. Enfin, il y a des lobbies dans des deux côtés. Et simplement, ma question, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est depuis qu'il y a un Nutri-Score, l'obésité explose. Voilà ce que disait Bernard. L'obésité morbide a triplé dans les 20 dernières années en France, a augmenté partout en Europe. Voilà. Donc je m'interroge sur ces recommandations de bonnes pratiques alimentaires. On a parlé hier des patients qui ne sont pas forcément compliants, n'est-ce pas? Les recommandations de bonnes pratiques alimentaires peuvent facilement devenir des injonctions. Alors d'une part, elles s'opposent à la liberté alimentaire de chacun, parce qu'il n'y a pas un régime bon pour tous. C'est le régime médical. Alors il faut se priver de fromage, vous avez vu, enfin, c'est impossible pour beaucoup d'entre nous. Il faudrait se priver de fromage, tous les bons fromages sont à eux. Voilà, je dis ça en plaisantant rapidement. Donc ça s'oppose à la liberté alimentaire d'un côté, c'est de la biopolitique médicale, voilà ce qu'il faut manger, ça devient une injonction. Et deuxièmement, pour les populations défavorisées, je ne suis pas du tout certain que le Nutri-Score agisse sur eux. Et je pense même que ça a peut-être l'effet contraire, c'est que ça les incite à passer à l'acte en se disant, et puis est-ce qu'ils ont les moyens? Ça c'est un autre problème. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter les choses bien recommandées? Si vous voyez les marques pas chères, chez Lidl, Monoprix, Carrefour, elles sont toutes assez de CAE. Vous êtes d'accord? Les marques, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais essayer de répondre à beaucoup de vos questions. Alors, pourquoi le rendre obligatoire? Tout simplement, c'est si on veut avoir une information, il faut qu'elle soit sur tous les aliments. Ça n'est pas légitime que l'on ne puisse pas disposer pour certains aliments d'informations. Après, chacun est libre de l'utiliser comme il veut, mais pour utiliser une information, encore faut-il qu'elle existe. Et je suis surpris que vous ne soyez pas choqués sur le fait que, jusqu'à présent, c'est l'industrie agroalimentaire qui conditionne un peu nos comportements, avec des emballages extrêmement séduisants, des allégations, des images de fruits sur des yaourts qui en contiennent 3 à 6%. Donc, le Nutri-Score obligatoire permet à chacun de disposer de l'information et d'en faire ce qu'il veut. Ensuite, je dirais, pour reprendre un peu quand même cette remarque sur cette notion presque que vous considériez liberticide de donner une information sur la composition nutritionnelle, j'insiste sur le fait que vous avez une vision très romantique du mode de fonctionnement du consommateur qui serait souverain. Nous ne sommes pas souverains dans nos comportements. Nous sommes poussés par des forces qui ont plus intérêt à faire vendre certains types de produits
88% des publicités destinées aux enfants qui passent à la télévision sont pour des produits qui sont classés D ou E, c'est-à-dire des produits qui sont gras, sucrés, salés. Donc, on est peu souverain et donc il est légitime de donner cette information. Et alors, je ne me rappelle plus déjà de votre... Pour les publics défavorisés, simplement. Par rapport aux et comment expliquer le rapport à l'explosion de l'obésité? Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en effet, le philosophe peut dire « je pense ». Le scientifique, il teste et il regarde. Oui. Moi, je ne pense pas. Je regarde l'effet des études. Donc, quand vous dites « je pense que ça ne marche pas sur les populations défavorisées », je trouve ça très intéressant pour le débat, mais apporter des éléments scientifiques qui le démontrent. Moi, je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, une vingtaine d'études qui ont été faites, qui ont testé dans des conditions extrêmement différentes sur des populations défavorisées l'efficacité du Nutri-Score et qui montrent l'efficacité. Donc, vous voyez, c'est... Il y a une amélioration réelle de leur pratique alimentaire? Pardon, là... Il y a une amélioration réelle de leur pratique alimentaire dans ces études? Je suis désolé, avec la résonance, je n'entends pas bien votre... Non, je dis ces études montrent une amélioration réelle de leur pratique alimentaire? Oui, bien sûr. Les études qui ont été faites dans 60 supermarchés, je ne parle même pas des études expérimentales, donc dans des conditions réelles d'achat, où étaient analysés les paniers d'achat et où il y avait un certain nombre d'éléments qui permettaient de stratifier les analyses en fonction du niveau socio-économique ou d'autres questions, on voit l'effet réel. Quand je dis qu'il y a un effet favorable, ça n'est pas mon opinion, c'est le résultat de travaux scientifiques. Et ça s'explique par la simplicité de l'outil et sa compréhension relativement simple. Donc, en effet, c'est une vraie question et c'est important de la poser, mais on a de la science en face qui permet de répondre. Et simplement pour vous rassurer, si c'est nécessaire, ce n'est pas les marques, ce n'est pas les produits les plus chers qui ont obligatoirement le meilleur Nutri-Score. Il y a des études qui ont été faites, là aussi je peux vous envoyer les références, qui démontrent que dans certains cas, les marques nationales sont plus favorables sur le plan nutritionnel et plus chères, que par contre, que certaines marques premier prix ou distributeurs peuvent être de meilleure qualité nutritionnelle à un prix plus faible. Donc, il n'y a pas de corrélation, mais vous avez raison, c'est un point sur lequel on a mis en place une surveillance pour être sûr que les industriels n'en profitent pas non plus également pour augmenter le prix de leurs produits qui seraient classés A ou B. Donc, il y a vraiment une abondante littérature que je vous invite à consulter autour de tous ces problèmes. Juste, si je peux me permettre un dernier commentaire pédiatrique. Ce Nutri-Score, il est quand même pas adapté à la pédiatrie parce que les enfants ont besoin de beaucoup de matières grasses. Tous les produits avec des matières grasses sont considérés en E. On n'a pas d'études qui le démontrent, mais je pense qu'on va finir par le démontrer. On voit de plus en plus, nous, de ralentissement de courbes de croissance staturo-pondérale, notamment au moment de la puberté, parce que les enfants ne mangent plus assez et n'ont plus assez de plaisir alimentaire. On va vers plus d'orthorexie parce qu'effectivement, les parents vont voir les Nutri-Score. Donc, je pense que, moi, je trouve qu'il y a inquiétude en ce qui me concerne sur cette façon de voir les choses pour les enfants. Et donc, il faut qu'on arrive à dire aux enfants, nous, on passe leur temps en consultation à dire il faut manger avec plaisir. Et je préfère qu'ils partent avec un petit déjeuner, avec des céréales qui sont plutôt que de rien manger, parce que les parents veulent absolument donner des flocons d'avoine Björk qui sont... ça n'a aucun intérêt, et donc je trouve qu'il y a un problème dans l'adaptation. La deuxième chose, pour revenir sur les pratiques alimentaires, il y a une différence entre les achats alimentaires et les pratiques alimentaires. Si je prends moi, j'achète des choses en supermarché, je pense que je vais avoir des produits parce que je vais acheter du beurre, parce que je vais avoir... Mais je vais au marché tous les dimanches, j'achète et je cuisine, et donc je pense pas que je sois... Donc il y a une différence effectivement entre achat alimentaire et pratique alimentaire, et je pense qu'il faudrait faire aussi des études un peu comparatives là-dessus en fonction des milieux. Oui, tout à fait. Vos remarques, bien sûr, sont pertinentes. Alors, d'une part, tous les produits plaisir ne sont pas classés E. D'abord, manger des fruits, ça peut être aussi un plaisir, même pour des enfants. Évidemment, il faut peut-être les éplucher, il faut peut-être les rendre plus attractifs. Mais les céréales petit déjeuner qui sont classées E, qui sont d'ailleurs plutôt des confiseries, ce ne sont pas les seuls à faire plaisir. Et d'ailleurs, on voit bien les chocs à pic qui sont très appréciés par les enfants. Classés C restent parmi les céréales plaisir les mieux classées. Donc l'idée, ce n'est pas de dire il faut manger ce produit parce qu'il est sain, c'est de dire vous avez l'information sur un produit qui est
plus favorable sur le plan nutritionnel. Maintenant, ça n'empêche pas de respecter le plaisir. J'ai présidé pendant près de 20 ans le programme national Nutrition Santé qui met en exergue la notion de plaisir. Donc bien évidemment, il n'y a pas d'opposition, mais si vous regardez la distribution du Nutri-Score, ce ne sont pas d'un côté des produits qui seraient purement santé et qui seraient vraiment peu acceptables en termes de goût, et puis des produits qui seraient vraiment très plaisir et qui seraient très très mal classés. Ça n'est pas aussi schématique, disons. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, d'une part, le Nutri-Score ne s'applique pas aux produits des jeunes enfants de moins de 3 ans, et, puisque là, il y a une législation particulière et c'est légitime. Et bien évidemment, les produits qui contiennent du gras ne sont pas tous mal classés, par rapport à votre question, bien évidemment, sur la problématique de croissance. C'est ceux qui contiennent le plus de graisses saturées, mais les produits qui en contiennent suffisamment pour couvrir les besoins restent dans des scores qui sont tout à fait acceptables. Et l'idée derrière le Nutri-Score, mais qui est une idée générale en nutrition, ça n'est pas d'interdire la consommation de certains aliments, c'est d'éviter une promotion excessive qui fait que, bien évidemment, il faut consommer suffisamment de graisses saturées, de protéines, de sucre, mais il ne faut pas les consommer en excès. Donc, la problématique, c'est d'être certain que l'on en consomme suffisamment, mais d'éviter cette promotion qui amènerait à en consommer trop. Et peut-être dernier point, et ça répond aussi à une des questions du précédent intervenant, l'effet sur l'obésité, l'effet sur la santé, il ne faut pas s'attendre à l'avoir dans les mois qui viennent, dans les semaines, les mois. Ça demande des années pour avoir un impact. Les maladies chroniques ne sont pas liées à ce qu'on a mangé hier, avant-hier ou autre. Le Nutri-Score a été mis en place il y a 7 ans, mais ça fait que 1 ou 2 ans qu'il y a un nombre important de sociétés qui l'ont adopté et pour lequel on peut espérer voir dans les années futures, bien sûr, un véritable effet. Et puis je partage bien évidemment votre remarque. Les ventes, c'est un proxy, simplement. Il faut aller plus loin. Il y a des enquêtes qui sont en cours pour essayer de voir les modifications de la consommation alimentaire avec Santé publique France. Il va falloir en terminer, malheureusement. Le débat reste ouvert et passionnant, je dois dire.